C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. La limite entre soignant et soigné, c'est toujours une question complexe en dialyse. On peut se permettre un petit peu de familiarité parce que ça fait partie aussi de la qualité de la relation médecin-soignant-soigné et donc ça favorise l'adhérence au traitement. Docteur Fanny Boulanger est néphrologue à l'hôpital de Montreuil depuis 13 ans. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est le bâtiment qui est derrière. Salut, bonne année, bonne année. Avec elle, nous avons parlé de dialyse, d'éducation thérapeutique et de Dr House. J'ai su que je voulais être médecin de manière assez progressive finalement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas mal l'enseignement. Puis après, je me suis tournée vers la gestion d'enfants autistes. Et au final, la conseillère d'orientation m'a dit pourquoi tu ferais pas plutôt de la pédopsychiatrie. Le sang m'intéressait pas trop, j'avais même un peu peur et je me disais que peut-être que la médecine c'était trop saignant pour moi. Et au final, quand j'ai commencé les études et que j'ai découvert que finalement on n'avait pas la vision du sang de manière régulière et que c'était surtout génial pour comprendre les organes, savoir comment fonctionnait le corps humain. Finalement, la médecine plus que la psychiatrie, ça m'a passionnée. Oui. Justement, on allait au transmission, mais j'allais vous récupérer. Bonjour Destin, tu vas bien? Super bien, super. Tu es où? Mais je suis au secteur 2. Ah, j'avais raté cette information. Alors vas-y, secteur 3. Monsieur, il est arrivé avec moins 600 grammes. Est-ce que tu sais s'il a encore une durèse? Non. Du coup, quand les patients arrivent sous leur poids, c'est intéressant de demander s'ils font encore pipi ou s'ils ont eu des diarrhées ou des vomissements. Comme ça, tu peux ajuster. Parce que je sais pas du coup si ça lui suffit. La tension étant bonne, pour l'instant, tu peux voir. Mais s'il te dit qu'il urine pas, je veux bien que tu montes un tout petit peu à peut-être 800 par exemple. Ok. Et je baisserai son poids là. Plus la médecine que la psychiatrie parce que finalement ce qui m'a passionnée à l'époque avec Dr House à la télé et j'adorais faire des diagnostics et je trouvais que ça c'était passionnant. Bonjour messieurs, dames les malades et leurs chères familles. Afin de gagner du temps et d'éviter d'ennuyeux bavardages ultérieurs, je suis le Dr Gregory House. Appelez-moi Greg, je suis l'un des 3 médecins assurant les consultations ce matin. Finalement quand je suis devenue interne, j'ai eu mon premier stage en néphrologie et là j'ai découvert une spécialité qui était incroyable. En plus, le chef de service m'a plutôt bien valorisé sur le fait que j'étais une bonne interne. Et puis, j'ai découvert des pathologies et aiguës et chroniques et le suivi de patients et à la fois des diagnostics un peu atypiques et rares pour lesquels un traitement efficace pouvait leur éviter d'arriver en dialyse et de dégrader leur fonction rénale. Donc voilà, une spécialité assez complète qui pouvait se faire autant en ville qu'à l'hôpital. Donc finalement, une spécialité en or. J'ai ma dame qui est arrivée avec 0,800. J'ai mis 1,2 initialement, mais finalement je suis monté à 1,6 parce qu'elle était à 15. Hypertendue. Voilà, et je viens de faire le tout pareil. Et j'ai madame qui est arrivée du coup avec 2,2 kg. J'ai mis 2,4 kg qui est son UF max, donc je ne vais pas dépasser. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors en dialyse, on regarde la prise de poids interdialytique, ça veut dire entre 2 dialyses et ça permet de savoir la quantité d'eau qui a enlevé. En fait, on fait toujours un poids avant la dialyse et à la fin de la dialyse. On compare par rapport à un poids sec qu'on a établi. Comment on a établi le poids sec, les externes? C'est le poids evolumique quand on a ni signe de surcharge, ni signe d'hypo, enfin de déshydratation. Très bien. Je voulais être enseignante plus jeune, donc finalement enseigner aux gens qui ne sont pas médecins comment faire pour bien se soigner, je trouve ça passionnant. Moi, je me rappelle dans un cours d'éducation thérapeutique, on m'avait expliqué que ton patient, il vient te voir, il te voit 20 minutes tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et puis le reste du temps, il est tout seul, hein, donc 24 heures sur 24, c'est à lui de bien savoir se gérer et donc apprendre l'auto-soin aux patients et leur faire comprendre pourquoi c'est important d'équilibrer le diabète et la tension pour que les reins ne s'abîment pas et comment on surveille le diabète et la tension et comment on comprend sa maladie du rein et voir à quel stade on est en regardant une prise de sang. C'est vraiment un truc qui me passionne, c'est l'éducation thérapeutique, je trouve ça une vraie valeur ajoutée. Il avait déjà son bilan prescrit, donc c'est parfait.
Ok, on commence le tour. On va peut-être commencer de l'autre côté. Donc faire le tour en dialyse, c'est déjà se connecter au logiciel de dialyse qui est un puits d'information. On va passer voir chaque patient, on va lui demander s'il va bien. On va regarder les paramètres de dialyse, quelle quantité d'eau on enlève, est-ce que la séance se passe bien, est-ce que l'efficacité de la dialyse est bonne. Comment on évalue l'efficacité de la dialyse? Un des critères d'épuration, Le caté sur V. c'est le caté sur V. Le caté sur V, très bien. Pour ce qui est de la dialyse, là, c'est vrai que c'est un travail presque individuel et familier auprès des patients, parce que c'est des patients qui viennent tous les 2 jours faire leur dialyse. Donc finalement, on les voit presque plus souvent que nos propres parents. Tous les 2 jours, on rediscute des dossiers, on rediscute des bilans, on rediscute des traitements. Même si la dialyse, c'est une vraie contrainte de vie, ça reste qu'ils sont très bien suivis médicalement. Bonjour docteur. Bonne année. À vous aussi, bonne santé, meilleure vie. Je vous souhaite la santé. Donc, comment on fait pour avoir la santé? Ouais, je sais. Vous allez venir à la dialyse? Je te dis, ça allait très bien. Ouais. Cette nuit, j'ai pas reçu de vomi. Ça, c'est dû aux déchets qui s'accumulent. Vous avez une insuffisance rénale au stade 5 avec des reins qui fonctionnent très mal. Okay. Donc là, vous avez fait l'expérience de ne pas faire de dialyse. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait la dialyse. Vous savez, c'est depuis dimanche. Donc ça veut dire qu'on est presque à 10 jours sans dialyse plutôt qu'une semaine. Donc ça justifie que vous ayez vomi. Je suis même étonnée que vous n'ayez pas vomi avant. Forcément, quand on travaille en dialyse, on a un lien particulier avec les patients. Il y en a même qui se permettent un peu de m'appeler par mon prénom, parce que forcément, les infirmiers m'appelant par mon prénom, ils connaissent très bien mon prénom et mon nom, mais il y en a qui font preuve un peu de familiarité, ce qui est un peu normal. C'est assez rigolo de voir qu'il y a cette relation un peu intime qui se crée avec les patients dialysés. La limite entre soignant et soigné, c'est toujours une question complexe en dialyse, parce que c'est vrai qu'on les voit vraiment très fréquemment, donc ils se permettent plus facilement des familiarités. Ils ont quand même la notion, le patient garde la notion qu'on est leur médecin. Il y en a même parfois qui me disent « Oh pardon Fanny, non pardon docteur Boulanger ». Je pense que on peut se permettre un petit peu de familiarité, parce que ça fait partie aussi de la qualité de la relation médecin soignant-soigné, et donc ça favorise l'adhérence au traitement, l'observance et la compréhension, et il faut une certaine confiance et croyance et envie d'adhérer au projet, et donc il faut quand même une relation particulière soignant-soigné pour mettre en place ce genre de choses. Ce que je voudrais, c'est au moins que quand je demande des vacances. Moi, si vous voulez, je peux prendre mon téléphone et appeler le service de Provins pour leur expliquer l'importance pour vous de pouvoir aller en vacances et de faire la dialyse dans leur centre. Mois de mai. Mois de mai. Je vais les appeler cet après-midi pour essayer de tâter le terrain et voir pour vous faire une place là-bas. Ok. Le souci, il est plus important que ça. C'est que si vous n'êtes pas assez observant sur vos séances de dialyse, d'une, vous vous mettez en danger. De deux, on ne peut pas ne pas prévenir le centre de greffe du fait que vous n'êtes pas sérieux. Et le fait d'être inobservant va avoir un impact sur le projet de la greffe aussi. Donc vous voyez, il ne faut pas brûler toutes vos cartouches, quoi. En dialyse, par exemple, on doit gérer le phosphore. Le phosphore, s'il est trop haut, c'est le tueur silencieux des dialysés, parce qu'en fait, il est asymptomatique, mais quand il est élevé, il aggrave les lésions vasculaires. Et devoir prendre un traitement pour quelque chose qui n'est pas symptomatique, comment on peut imaginer, juste en croyant la parole du médecin, que ce médicament est important et qu'il faut pas l'oublier et bien le prendre à chaque repas, au milieu du repas. Parfois, je leur imprime les bilans et je leur montre un petit peu comme on fait une maîtresse à l'école. Voilà, là, il faut que le phosphore il soit mieux, donc il va falloir mieux prendre le traitement. Aujourd'hui, c'est le jour des bilans, donc on a fait la prise de sang. Je sais pas. Si, je vous dis, je la vois sur l'ordinateur. Ok. Et on voit que par exemple, la créatinine est passée de 500 habituellement à plus de 1000. Et que le sang est très acide. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui font que là, vraiment, c'était très grave. Sur la prise de sang, ça se voit encore plus. J'ai un souvenir un peu marquant d'un patient quand j'étais toute étudiante en médecine, j'étais même pas encore externe. Je faisais un remplacement comme aide-soignante et il a fallu faire la toilette mortuaire d'un patient, d'avoir entendu des bruits digestifs. Et donc, c'est vrai qu'on découvre que finalement, même mort, il y a encore du mouvement dans le corps. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses un peu marquantes comme ça. La première fois qu'on gère une personne décédée, le rapport à la mort, le rapport au corps, ça, c'est assez marquant.
En plus, c'est un patient qui a sûrement dû faire une embolie pulmonaire. Il s'est levé et il a fait un malaise. Et c'était quelque chose comme ça, donc un truc un peu brutal. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Parce que je pense que aussi, j'étais toute jeune étudiante, donc j'avais pas forcément la notion de pourquoi les gens qui vont bien meurent. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup brutalement, un patient qu'on s'est occupé la veille. Voilà, donc il y a ce côté de la mort ou le premier rapport à la mort qui est un peu une confrontation, forcément. Malheureusement, quand on est médecin, je pense qu'on est quasi tous confrontés à la mort. En néphrologie, c'est aussi le cas, bien sûr, parce qu'il y a des patients qui vont être avec trop de comorbidités, avec trop de maladies, qui n'auraient pas la possibilité de tenir un projet de dialyse. La dialyse étant un soin invasif et donc qui fragilise encore plus. Donc une personne fragile, âgée, avec des antécédents cardiologiques ou oncologiques trop avancés, ne pourra pas intégrer un projet de dialyse. Donc s'il présente une insuffisance rénale au stade 5, on sera forcément sur l'orientation vers un projet de soins palliatifs. Donc on est forcément confronté à un moment donné à la discussion de jusqu'où on va, d'accompagner les gens vers le décès, malheureusement. Je pense que ça se gère pas tout seul, ça se gère en équipe. Et c'est pour ça que je suis contente de travailler à l'hôpital. Pour décider d'un soin palliatif, par exemple, on fait appel à l'équipe mobile d'accompagnement, où on fait appel à un intervenant extérieur comme un réanimateur pour avoir un avis collectif. On fait participer aussi l'équipe soignante, puisque les aides-soignantes sont au plus près des patients, donc connaissent un petit peu l'état du patient. On fait appel aux infirmières, on en discute également beaucoup avec les familles, avec bien sûr le patient, s'il le peut. Il faut comprendre que le choix de décider de la dialyse ou de ne pas faire de dialyse, c'est un choix qui est complexe. On a également ce qu'on appelle une information sur les techniques de suppléance rénale pour que le patient ait une information claire et informée de ce que c'est la dialyse, parce que ça reste un soin qui est une contrainte, qui peut créer aussi du handicap finalement. Soit on part sur un traitement de dialyse, un projet de greffe, ou un traitement qu'on dit conservateur. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire continuer à prendre des médicaments pour essayer de ralentir les troubles métaboliques dus à l'insuffisance rénale, mais ça veut dire ne pas aller jusqu'à faire de la dialyse. Bonjour, bonjour, ça va? Bon, je suis avec des étudiants, comment ça va? Ça va, mais j'ai froid. Ah oui? À la maison, vous aviez pas froid? Non. D'accord. En dialyse, on met le bain de dialyse un peu froid pour éviter les chutes de tension. Si c'est trop désagréable, on augmentera un peu la température du dialysat. On avait dit que vous faisiez bien pipi, hein? Oui. Il faut savoir qu'en dialyse, on n'enlève pas que le volume d'eau, on nettoie aussi le sang. Normalement, les études, elles ont montré que c'est mieux de faire 4 heures 3 fois par semaine pour que le sang il soit le mieux nettoyé possible. Donc je sais que c'est un peu long, on peut essayer d'ajuster, diminuer un peu le temps, mais le mieux, c'est le plus. C'est pour votre bien. Ben oui. J'ai le cas d'un patient en effet récemment avec qui vraiment on a dû batailler pour qu'il accepte de faire de la dialyse. Donc avec l'IPA, l'infirmier en pratique avancée, et moi-même, on le voyait presque toutes les semaines pour le convaincre de faire de la dialyse parce que il était jeune, en bonne santé. Le souci, c'est qu'il est d'origine mauritanienne et que s'il commence la dialyse, ça veut dire qu'il peut plus aller en Mauritanie parce qu'il n'y a pas de dialyse sur place, proche de son lieu de domicile. Et donc du coup, c'était un peu sacrifier une partie de son existence, et voilà, ce projet, c'était une contrainte. On a essayé jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé pour un problème d'inflammation de la jambe. Donc rien à voir, mais du coup, on l'a convaincu que c'était le moment et que ça le fragilisait, et donc il a accepté finalement. On se sent un peu responsable de la bonne santé des patients qu'on suit. Et donc, quand un patient comprend pas la gravité de la situation et que il se met en danger, forcément, on essaye de lui expliquer pourquoi c'est grave. Et c'est dur de trouver le mot juste parfois parce que à la fois, on n'a pas envie de les inquiéter et de les menacer entre guillemets d'un risque mortel. Et à la fois, on a peur que des choses terribles arrivent et qu'en effet, un décès brutal arrive. Ok, sinon le différentiel de pression artério-veineux est bon. Il est parfait, là c'est un miroir parfait. Et le capé survé est génial. Le capé survé est génial. Et la patiente te demande de baisser le temps. Alors est-ce que du coup tu peux te permettre de baisser le temps en voyant ce capé survé? Un petit peu, ouais, je pense.
Peut-être, en effet. Voilà, on peut au moins commencer par essayer 3h30. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci, c'est très gentil. C'est normal, on discute, on travaille ensemble. Merci beaucoup, c'est gentil. Je ne prends pas les décisions toute seule, on travaille ensemble. J'ai grandi dans le 93 et je trouve qu'on rend service au 93 à travailler dans le public. Je me sens utile, je sens qu'on est souvent en première main de situations de maladies un petit peu graves qu'on diagnostique. Des découvertes de cancer, des découvertes de diabète, des découvertes de maladies rénales. Peut-être une des plus grandes complexités dans le 93, c'est le fait que ce soit justement multiculturel. À la fois c'est une richesse, à la fois parfois on est confronté à des gens qui ont une barrière de langue ou qui peuvent comprendre la langue mais un langage plus simple et qui comprendront mieux quand on leur explique dans leur langue native. Donc on est aidé, soit par les familles, soit par d'autres patients. J'ai parfois pu appeler des patients, notamment en effet d'origine malienne, pour parler à un patient qui était malien et qui comprenait pas pourquoi il devait faire de la dialyse et qui comprenait pas l'importance de la dialyse. Donc finalement, je trouve que l'enseignement par les pairs qui ont la même problématique et qui ont pu avancer et qui ont pu se sortir d'une situation un peu complexe, ça a encore plus de valeur pour les patients. On était à discuter la dernière fois de qui est-ce qu'on mettrait sur liste de greffe. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là ? Alors du coup, il faut un DFG inférieur à 20. Est-ce que ça sous-entend que tu inscriras tous les patients qui ont un DFG inférieur à 20 sur liste de greffe sans te poser de questions ? Non. Si je pose la question, c'est excellent. C'est excellent, Bien vu. évidemment. Donc ensuite, qu'est-ce qui ferait que tu es contre-indiqué à la greffe ? Si tu as des troubles d'hémostase, parce que je pense que l'opération elle ne peut pas se faire. Il n'y a pas beaucoup de troubles d'hémostase qui contre-indiqueraient la greffe parce que si tu as un déficit en facteurs, on peut t'apporter des facteurs. Si tu as des traitements anticoagulants, on peut les arrêter, on peut les antidoter. Donc normalement, l'hémostase, bof. En fonction du nombre d'années de vie en bonne santé et de l'espérance de vie qui lui reste. Très bien, en fonction de l'espérance de vie, parce que si tu mets un greffon, on a une pénurie de greffons malheureusement. Et donc l'objectif, c'est quand même que son greffon, que ça lui apporte un bénéfice sur du long terme. C'est vrai que l'hôpital public, ça me permet à la fois d'avoir des étudiants et j'adore enseigner. Et enseigner, pour moi, c'est enseigner aux patients leur maladie, enseigner aux étudiants ou à mes collègues ou à ceux qui ont besoin de certaines informations. Les infirmiers aussi, ils sont contents, on leur fait des cours régulièrement. Donc voilà, enseigner pour moi, c'est partager mes connaissances et j'adore le partage. Je trouve que c'est essentiel. Qu'est-ce qui fait que tu es plus fragile et que tu as une espérance de vie qui est limitée et qui fait que c'est pas intéressant de faire un projet de greffe ? L'âge, c'est bien, mais l'âge, c'est pas une limite. Plus l'autonomie. Plus l'autonomie. Exactement. En fait, l'âge, c'est un critère pas si fort que ça, parce qu'il y a des gens de 80 ans qui sont très autonomes, qui voyagent, qui conduisent et qui font le tour du monde. Comme elle a dit, il ne faut pas qu'il y ait de comorbidité, surtout vasculaire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est là où je voulais que vous arriviez. Donc, pas de comorbidité. Lesquelles ? Parce que le mot comorbidité, il rentre un peu dans la case, voilà, je noie le poisson, allez. Dans le premier mois où j'ai été interne à l'hôpital, où justement on m'avait laissé en gestion le soin intensif de néphrologie et où les urgences m'ont demandé de prendre en charge un patient qui avait une insuffisance rénale aiguë, sauf qu'il est arrivé, il était septique et il était dans le coma alors qu'on n'avait pas de réanimateur sur place. Et que j'avais sur le service d'à côté, dont j'avais la gestion, un jeune patient qui avait une biopsie rénale et qui faisait un choc hémorragique. Donc j'avais et un choc septique et un choc hémorragique à gérer. On a pu transférer le choc hémorragique et le choc septique a fait un arrêt cardiaque et j'ai pas pu récupérer le patient. Heureusement, mes seniors m'avaient rassurée sur le fait que de toute façon, c'était un patient très grave mais on a toujours une part de culpabilité et on se demande toujours si on avait pu mieux faire, quoi. Il y a environ, 3-4 ans, je pense. Il y a une patiente dialysée qui a fait un arrêt cardiaque, on a récupéré. C'était un soir, elle est sur la fin de branchement et puis elle dit « je me sens pas bien ».
Bon, au début, j'y crois pas forcément. Et puis, finalement, j'ai l'impression qu'il y a plus de pouls. Donc, on commence à masser, on appelle l'équipe, on appelle les réanimateurs, on récupère un pouls, et voilà. C'est la seule patiente que j'ai réussi à récupérer d'un arrêt cardiaque, parce que les arrêts cardiaques, c'est compliqué à récupérer, même intra-hospitalier. Finalement, là maintenant, elle est là, elle va bien, donc c'est plutôt satisfaisant. Je sais pas trop si elle s'en souvient, si elle a percuté que j'ai participé à sa réanimation, mais en tout cas, elle est contente de nous voir. Alors là, ça fait 13 ans que je travaille en néphrodialyse à Montreuil et j'ai eu plein de patients qui ont été greffés, que je revois en consultation. J'ai des patients qui viennent me donner tous les Noëls mon cadeau, que j'ai accompagné. C'est un peu ça, la dialyse, c'est vraiment un peu comme la famille. Et donc finalement, c'est super d'avoir des nouvelles de nos patients et de voir qu'ils ont continué leur vie et qu'ils vont bien et qu'ils ne reprendront normalement, j'espère pour eux, jamais la dialyse. Donc c'est quand même super. Je pense notamment à une patiente chinoise qui a pu repartir en Chine grâce à sa greffe et rester 2 mois voir son fils. Donc voilà, c'est génial de pouvoir accompagner les patients dans ces projets-là, quoi. Est-ce qu'il y a des choses à me raconter sur les critères de la dialyse ? Non. Très bien. Alors je vais demander à mes étudiants de me dire si eux trouvent que les critères sont plutôt bons. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Le KT sur 20, on n'a pas la courbe prédictive, mais il est déjà bien. Il est déjà 1,34, donc en fait, c'est déjà avant la fin, un objectif satisfaisant et il reste encore 47 minutes. Ouais. J'adore ma spécialité et vraiment je suis heureuse de venir travailler, donc je pense que ça c'est vraiment un truc important dans la vie, d'aimer ce qu'on fait et de prendre plaisir au travail. Donc c'est vrai que je suis très impliquée dans mon travail, donc ça prend du temps sur la vie de famille. J'essaye de limiter mes heures, d'avoir surtout du temps de qualité avec les membres de ma famille, dire systématiquement l'histoire du soir aux enfants, de manger ensemble et de se raconter nos journées. Donc j'ai peut-être pas la quantité, mais au moins j'ai la qualité. Elle est un peu tachycarde, mais je sais pas si c'est connu ou pas. Votre corps bat qui bat un petit peu toujours. Voilà, c'était ma question. Toujours. Des fois c'est même 130. Tu vois, les patients, ils je sais pas combien je suis là. 125. Oui, c'est l'heure de l'aspirateur de la sortie, je les mets. Vous en avez marre d'attendre. Voilà. Donc je vous introduis un médicament qui s'appelle le bisoprolol. Vous faites quoi une fois là C'est un médicament tous les matins, oui. C'est un petit cachet. Faut que je le prenne moi. Ah bah oui. Je croyais que vous le mettiez dans la machine. Ah non, c'est à prendre tous les jours. C'est un médicament ralentisseur du corps, du cœur. C'est vrai qu'en néphrologie comme en dialyse, je suis contente d'avoir vu un peu l'histoire de cette spécialité évoluer. J'ai un exemple frappant, c'est en néphrologie. On a une maladie qui s'appelle la GEM. Quand j'ai commencé l'internat, on ne savait pas trop si c'était secondaire à un cancer ou une maladie immunologique, et donc s'il fallait ou pas traiter par immunosuppresseur. Donc à tous les patients en systématique qui avaient ce diagnostic, on leur faisait un dépistage de cancer avec un scanner, voire une recherche de sang dans les selles, une coloscopie, une mammographie, un dosage de PSA pour la prostate, un bilan invasif et complet. Puis au cours de mon internat, on a découvert un marqueur, l'anticorps anti-PLA2R, qui permet de diagnostiquer les GEM qui sont immunologiques et pour lequel il va peut-être falloir commencer un traitement immunosuppresseur. Et donc ça veut dire que ces patients-là, il n'y a pas besoin de leur rechercher de cancer et de faire tous ces examens et de leur dire il y a une maladie, on ne sait pas trop elle est due à quoi. On sait à quoi elle est due et on sait comment la soigner. Et d'avoir vu cette évolution sous mes yeux, je trouve ça passionnant. J'ai jamais voulu arrêter la médecine. J'ai toujours trouvé ça passionnant. Et même dans mes études, je me rappelle même pas que c'était dur tellement j'aimais ça. Sur ces 13 ans de carrière, ce que déjà j'ai pu identifier, c'est que aucun médecin va être triste de ce qu'il va faire dans la vie, donc c'est pas grave de pas avoir la spécialité qu'on veut. Que en néphrologie, on peut par exemple faire de la néphrologie clinique, de la physiologie, de la consultation, de la dialyse, de la greffe. Donc il y a différents champs d'activité qui font que la néphrologie est une belle spécialité. Sur ma spécialité en particulier,
particulier et sur l'évolution de ma carrière, ce que j'ai adoré, c'est la découverte de l'éducation thérapeutique. C'est de plus en plus développé. Dans ce qui est la néphrologie, la dialyse, c'est les avancées que j'ai pu voir et je pense qu'on en verra encore. Je suis sûre qu'on a encore plein de choses à découvrir et donc je suis heureuse de participer à ces découvertes. Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!